Ah, Ellie est là. Hey, tu peux couper la musique en attendant. Allô, bonjour tout le monde. Je pense qu'on est live déjà, hein? Ouais, on est en live déjà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live, donc on est content d'être de retour. C'est ça, donc en octobre, vous avez eu droit à des vidéos sur l'éducation qu'on a fait. Donc j'espère que vous avez le temps de les regarder et que vous avez aimé, que vous avez partagé. Si c'est pas encore fait, ben les vidéos sont toujours sur la page. Donc faites-y un tour et regardez, partagez ça avec votre famille et tout. Et voilà, nous sommes contents d'être de retour. Et je m'appelle Atma, en passant. Donc, comme vous savez, on parle souvent d'entrepreneuriat sur la chaîne, mais aujourd'hui, on va parler de métiers plus classiques, plus traditionnels, qui ont quand même de beaux jours encore devant eux, malgré l'automatisation des technologies. Donc, aujourd'hui, on va parler de génie civil. Donc, en attendant on a des petits soucis de connexion avec nos invités. Donc, on attend Mendel. Sinon, il y a Ellie qui est déjà avec nous. Bonjour Ellie, tu m'entends bien? Je pense que ton micro est coupé. Allô, Ellie, tu m'entends? Allô? Oui, allô, bonjour, Mendel est là. Comment tu vas? Ça va mieux la connexion? Oui, je suis là, je suis connecté. Ok, parfait. Ellie aussi était là, mais je pense que lui aussi a des problèmes de connexion. Mais bon, on va croiser les doigts que pour que ça se stabilise un peu. Donc, peut-être en attendant que Ellie vienne, on va te laisser te présenter. Donc, dis-nous un peu qui es-tu, que fais-tu un peu sur ton parcours scolaire, académique, je veux dire, et aussi ton parcours professionnel. Donc, je te laisse te présenter. On croise les doigts pour la connexion. Bonjour, bonjour à tout le monde. On m'appelle Mendel Bokode, je suis ingénieur civil spécialisé en géotechnique. Alors, pour parler un peu de mon parcours, après mon... Ok. On a perdu Mendel. Ok, d'accord. On dirait que la connexion est vraiment pas très bonne actuellement. Il y a quelqu'un. Nous. Ok, Ellie est là. Allô, Ellie? Bonjour, tu m'entends? Tu peux parler, tu m'entends, Ellie? Allô, Ellie? Je vais essayer de lui écrire. Allô? Oui, je t'entends. Tu peux parler. Il y a Mendel qui est... Ah, Ellie est partie, Mendel est revenu. Ça promet notre live avec la connexion. Vas-y, Mendel, tu peux continuer. Oui, allô? Tu peux continuer ta présentation. Allô, vous me recevez? Oui, je t'entends très bien. Quand tu es là, je t'entends très bien. C'est juste quand tu parles que je t'entends pas. Ok, Vas-y. d'accord. Donc, j'avais commencé à me présenter Mhm. et je disais qu'après mon baccalauréat série C, j'ai passé le concours d'entrée dans les écoles ici au Bénin. J'en avais passé quelques-uns et j'avais réussi à 2 ou 3 concours à l'époque. De mémoire, j'avais réussi au concours d'entrée à l'école d'ingénieurs, l'EPAC. J'avais réussi au concours d'entrée à l'école d'agronomie. Et également, je crois que je devrais être sur la liste de réserve à la faculté des sciences de la santé. Waouh, Donc, plein de domaines différents. j'avais toujours bien voulu être ingénieur. J'étais assez bien passionné par tout ce qui est ingénierie. Donc, le choix ne s'est fait sans grande difficulté. Donc, je suis rentré à l'EPAC Ok. où, après 2 années préparatoires
Après 2 années préparatoires de mathématiques et de physique, nous étions donc invités à choisir une spécialisation, en fait, entre le génie civil, le génie informatique, les télécommunications, le génie électrique, le génie mécanique et la politique, le génie énergétique. OK. Et je crois que c'était à peu près le portefeuille de programme qu'offrait l'école polytechnique. Et donc, je me suis orienté vers le génie civil. Et pourquoi? Parce que j'ai grandi un peu dans cet environnement. J'ai de la famille qui travaille dans le domaine de... OK. Petit souci de connexion encore. On n'a pas de chance aujourd'hui, mais habituellement, ça se passe bien, la connexion au pays. Donc, je me demande bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Allô? Oui, allô? Ou on Voilà, t'a perdu à un moment donné. Oui, vas-y. et donc, je me suis orienté vers le génie civil où, à l'école polytechnique, la vie, on fait 3 ans. Et quand tu rentres en génie civil, il y avait plusieurs parcours. Tout de suite, on devait choisir un parcours. Il y avait le parcours bâtiment et travaux publics et le parcours sciences et techniques de l'eau. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a une possibilité que celle-là. Moi, je m'étais orienté vers le parcours travaux publics où après 3 années, j'étais sorti ingénieur de travaux publics. Et le programme était façonné de sorte à ce que chaque année, nous devrions faire des stages en milieu professionnel. Et je OK. me suis toujours orienté vers les chantiers de construction routière. Ah, ah, c'est pas possible, c'est pas possible. OK. On a bien commencé, mais là, la connexion est vraiment pas stable. OK, on va attendre encore un peu. OK. Voilà. Vas-y. C'est ça, donc tu disais que tu faisais des stages sur les chantiers de construction routière durant ta Allô? formation. Oui, allô? Voilà, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Donc tu parlais de tes stages en entreprise. Ok, si vous m'entendez, je vais continuer. Oui, je t'entends, vas-y. Ok, d'accord. Et donc, mes différents stages à l'école, lors de ma formation, je m'étais toujours intéressé au chantier de roue. Oh gosh. Euh, ok. On a des problèmes de connexion. Oui, malheureusement, Oui, quand tu es là, on t'entend très bien. C'est ça qui est bizarre. d'accord. Quand tu es connecté, on Ok. t'entend très bien. Et donc, au thème lors de mes stages, je m'étais découvert une certaine affinité pour les matériaux, pour les matériaux de construction, leur comportement mécanique, la façon dont il faut les mettre en œuvre, les enrobés bitumineux. De façon générale, tout ce qui rentre comme matériaux dans la construction d'une chaussée, je m'étais vraiment découvert une passion pour cela. Et ça m'a poussé, quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, à aller chercher une spécialisation en géotechnique, et ce que j'ai fait à l'École polytechnique de Montréal, que j'ai terminé. Et quand j'ai fini mon programme, c'était un DESS en géotechnique que j'ai fait à Polytechnique de Montréal. Quand j'ai terminé mon programme, mon projet a tout le temps été de retourner en Afrique parce que je connaissais vraiment bien ce marché-là. Mon micro était coupé. Je suis vraiment désolée pour les petites pauses, mais c'est pas trop de notre faute. Donc, on va espérer qu'il revienne. OK. OK, il est Allô? revenu. Oui, allô. Vas-y. Tu peux continuer. Allô? Oui, allô, tu m'entends? Je t'entends bien, moi. Voilà, je vais continuer.
Et donc, je connaissais bien ce marché, j'étais conscient donc des besoins qui existent dans ce segment-là donc du métier. Et c'est sans hésitation que j'ai décidé de rentrer à Cotonou. Et depuis lors, j'ai eu un parcours professionnel assez diversifié qui a été fait de passage en entreprise de construction de routes, de passage en bureau d'études, de surveillance de contrôle des travaux, de Ok. On va attendre un peu en espérant que sa connexion revienne encore. Oui, vas-y. Allô? Oui. Est-ce que tu penses que tu peux essayer de te déplacer un peu? C'est peut-être la position où tu es qui fait que la connexion n'est pas très stable. Parce que quand tu es là, on t'entend très bien. C'est comme si ça perdait le réseau, en fait. J'avoue que je n'entends pas, ça ne Tu fait que m'entends? couper. Oh, ok. Allô? Là, tu m'entends mieux? Ok. Je pense que je vais lui écrire pour voir peut-être s'il se déplace un peu. Peut-être que la connexion va être meilleure. Euh, Allô? allô? Oui, allô? Allô? Tu m'entends? Oui, si vous m'entendez, je vais continuer. Oui, je t'entends, mais est-ce que tu peux essayer de te déplacer peut-être un peu? C'est peut-être ta position qui perd le réseau, je ne sais pas. Vous me recevez? Oui, je t'entends. Mais D'accord, ok. tu peux essayer de te déplacer peut-être? Et donc, Non. j'expliquais tantôt que mon parcours a été assez diversifié depuis lors. Donc, fait de passage en entreprise de construction routière, de passage en bureau d'études, de contrôle de surveillance de travaux et de plusieurs missions réalisées en tant qu'expert indépendant, aussi bien au Bénin, au Sénégal, en Guinée-Bissau qu'en Côte d'Ivoire. Et présentement, j'évolue dans une entreprise de construction routière j'évolue à une fonction où j'ai en charge le pilotage technique et opérationnel du département géotechnique de l'ensemble de nos chantiers sur le Bénin. Donc voilà, en peu de mots, ma présentation faite. D'accord. Merci beaucoup, Medel. C'est que j'ai connu Medel ici à Montréal quand il était venu faire son DSS. Et c'est vrai que c'est l'une des rares personnes, pour ne pas dire la seule personne que je connais, qui soit partie aussitôt que ce cours était fini, qui soit rentré à Cotonou. Et je comprends maintenant, quand tu es rentré, tu as quand même parcouru beaucoup de pays, Bissau, Sénégal et tout. Donc, j'avoue que c'est ce profil-là qui a poussé ma curiosité à savoir un peu plus ce qui se passe en génie civil en Afrique et tout. Donc, merci Medel d'être là. Bonjour Ellie, je ne sais pas si tu m'entends cette fois-ci. Allô, bonjour Ellie. Bonsoir, bonsoir Atma, c'est le soir ici. Salut. Ah, C'est le soir finalement, je ici. pense. Bonsoir. Ok, très bien. Tu es parmi nous. Bienvenue. On espère que la connexion va rester. On croise les doigts. Bonjour, bienvenue sur For All. Est-ce que tu peux te présenter à nous, ton parcours scolaire, Euh, académique et puis qu'est-ce J'espère que tu aussi. fais? Là, c'est bon, tu m'entends? Ok, bonsoir à tout le monde. Oui, oui, c'est bon, j'entends. Parfait. Là, c'est bon. Vas-y. Allô, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Je suis Elie Elegbede, j'ai 25 ans et je suis ingénieur de conception génie civil.
j'ai été titulaire d'un bac C et puis j'ai suivi une formation d'ingénieur à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. La formation était scindée en deux parties, 2 années pour les classes préparatoires et une spécialisation de 3 ans. Et je porte le titre d'ingénieur de conception génie civil depuis 2 ans maintenant. J'ai eu à travailler sur plusieurs projets en freelance, dont la majorité relève de la construction de bâtiments d'habitation pour des particuliers. Depuis le début de cette année, je travaille avec une structure qui collabore avec Sogea Satom sur des projets d'adduction d'eau potable, notamment dans les villes de Boycon et d'Adjara. Donc, c'est un peu un résumé de tout mon parcours, ça. Ok. Ouais, j'avoue que Ellie, toi, tu as fini ton parcours d'ingénieur il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, tu as comparé à Medel qui a fini à un moment. Donc, c'est un peu ton aîné, on va dire. Donc, c'est bien d'avoir deux profils différents. Mais apparemment, le cursus à l'université n'a pas changé. Vous faites toujours des années préparatoires avec 3 ans de spécialisation. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Allô? J'ai rien entendu parce que la connexion est en train de bugger. Ok, d'accord. Ben, je vais aller directement au niveau de mes questions pour prendre plus de chance là. Bon, tu m'entends là? Tu m'entends, Ellie? Oui, je t'entends. Ok. Maintenant, je t'entends. Tu travailles sur un projet d'assainissement d'eau, c'est ça? Pardon? Tu travailles sur un projet d'assainissement d'eau, si j'ai bien compris. Tu m'entends? Compliqué. Non, tu m'entends pas. Ok, Mesdames, toi, tu m'entends? Oui, même si c'est beaucoup entrecoupé. Ok, d'accord. Mais moi, je vous entends bien quand vous parlez. Peut-être que je vais poser la question à toi. Là, je suis toujours là. Ok, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ok, je pense que là, ils sont tous les deux partis. On a vraiment de sérieux problèmes de connexion. Atma, Oui. est-ce qu'on essaie de couper leurs vidéos? Est-ce qu'ils essaient de couper leurs vidéos? Vu qu'on les a déjà vus, au moins, Ok. on essaie ça pour voir qu'ils vont revenir. Je vais leur demander de couper les vidéos la prochaine fois qu'ils vont venir. Ah, c'est vraiment pas... Et habituellement, ça se passe plutôt bien. Je comprends pas pourquoi Mendel est arrivé. Mendel est arrivé. Ok. Alors, Mendel, oui, peut-être garde ta vidéo coupée. Tu m'entends un peu? J'entends mieux, beaucoup mieux. Ok, d'accord. Donc, on va garder les vidéos coupées alors, si ça peut nous aider. D'accord. Donc, je voulais juste demander, donc, si j'ai bien compris, tu travailles sur des projets de construction routière, c'est ça, hein? Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton travail? Genre, si tu peux nous raconter un peu une de tes journées typiques, juste pour donner une idée à ceux qui nous suivent de ça se passe comment un ingénieur civil dans la vraie vie? J'avoue que ça s'est dégradé encore. J'avais commencé à très bien entendre. Ok. Là, c'est mieux. Allô? Allô, je n'entends plus du tout là. Oh my gosh. Ok, je pense que le fait que j'ai ma vidéo aussi peut jouer. Peut-être que je peux La vidéo est toujours coupée, oui. Je vais couper la mienne aussi pour voir. Peut-être que c'est... Là, c'est un peu mieux? Voilà, là, j'entends. Ok. Ben, ça va être un live audio. Là, tu m'entends toujours? Oui, je continue à bien entendre. C'est ça, je demandais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, genre, dans la vraie vie, une journée, est-ce que tu peux nous raconter un peu une de tes journées typiques pour voir concrètement qu'est-ce que ça fait un ingénieur civil dans la vraie vie? Alors, comme je l'avais dit tantôt, j'évolue dans un segment plutôt particulier du métier parce que dit comme ça, le génie civil, c'est vraiment large. Ça regroupe beaucoup de spécialités. Moi, dans la mienne, c'est-à-dire qu'en tant que ingénieur géotechnicien, déjà en ce moment, nous avons plusieurs chantiers.
plusieurs projets de construction de routes sur lesquels les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Alors, une journée typique, il y a le volet suivi de production, c'est-à-dire s'assurer donc que les travaux sont réalisés conformément au cahier de charge et s'assurer que les programmes d'essai, les programmes de contrôle qui doivent être déployés par les collaborateurs le sont et sont réalisés conformément aux normes et directives techniques. S'assurer que les matériaux qui sont exploités, qui sont mis en œuvre, sont conformes au cahier de charge. S'assurer également que la mise en œuvre elle-même se fait conformément donc aux règles de l'art. Donc ça, c'est ce que je mettrais dans le suivi de production. Mais il y a derrière cela, à côté de cela, il y a un volet études. Il y a un volet études parce que certaines de nos affaires nécessitaient donc que nous réalisions des études d'optimisation. Parce que nous avons gagné des projets où les avant-projets détaillés souffraient de quelques insuffisances et il nous revenait en tant qu'entreprise d'engager vis-à-vis donc de la maîtrise d'œuvre et du client les discussions techniques en vue donc d'améliorer les dispositions prévues par le marché que nous avons gagné. Et ça, c'est le volet études techniques, donc études techniques d'exécution, qui fait aussi, je vais dire, à peu près 40 à 50% de mes journées. Donc, en gros, c'est un peu à ça. Il y a certaines journées. Allô? Les clients publics, que ce soit les clients privés, il y a de ces journées où des séances de restitution ou des séances de travail technique sont prévues, auquel cas il va donc falloir que je fasse le nécessaire. Donc, voilà un peu le portrait de mes journées. Ok, d'accord. Donc, c'est beaucoup d'études, beaucoup de suivi, c'est ça? Est-ce que c'est des choses qui se font derrière l'ordinateur ou bien tu es quand même sur le chantier? Alors, les études, il y a généralement deux phases, puisqu'on parle de matériaux. Donc, il y a généralement une phase programme de reconnaissance où il faut aller sur le terrain, réaliser des sondages et tout ça. Et ça, c'est pas moi-même qui le réalise, hein. J'ai des équipes qui le réalisent, mais la responsabilité reste toujours engagée. Donc, j'ai un œil là-dessus. Donc, ça me demande d'aller sur site pour m'assurer que les choses sont en train de se passer comme elles devraient l'être. Évidemment, une fois que les matériaux sont prélevés au chantier, sur site, et ramenés en laboratoire, il y a tout un programme d'essai. Là, il y a également des responsables de laboratoire qui en font leur affaire, bien évidemment sous ma supervision. Et une fois les essais réalisés ou autres, tout ce qu'il y a à faire comme ingénierie derrière, parce qu'on parle de matériaux, on va chercher certaines caractéristiques, certaines propriétés mécaniques et physiques de ces matériaux par des essais en laboratoire. Une fois les paramètres recherchés obtenus, mais derrière, il y a de la modélisation à faire, il y a du dimensionnement, il y a de l'optimisation. Et ça se fait avec des logiciels éléments finis ou autres. C'est bien entendu avec un ordinateur. Ok, d'accord. Donc, concrètement, tu passes pas trop de temps sur le terrain en tant que tel. Ça, c'est beaucoup plus un métier un poste de supervision où tu gères tout, mais tu délègues beaucoup dans les tâches concrètement. C'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Voilà. Parfait. Elie, est-ce que tu es là? Tu nous entends? Oui, parfaitement. Ok. Ben on dirait que le fait d'avoir enlevé les vidéos, ça nous aide un peu. Donc, oui, beaucoup. Là, se voit, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça. Je vais te poser la même question aussi qu'à Mendel. Qu'est-ce que tu fais de ta journée en tant qu'ingénieur civil? Et ça fait quoi concrètement? Toi, tu travailles sur un projet d'assainissement d'eau. Et en tant que nouvel ingénieur, justement, c'est quoi ton profil à toi? Qu'est-ce que tu fais de ta journée concrètement? Actuellement, je suis sur un projet d'adduction en eau potable. Je suis en train de superviser la construction d'un réservoir d'eau. Okay. Un réservoir qui permettra d'alimenter un château d'eau en eau potable.
On va dire que déjà depuis le début de ma carrière, là, j'ai goûté un peu aux deux volets du métier, Mhm. c'est-à-dire les travaux et puis les études. Actuellement, je suis plus aux travaux, c'est-à-dire que je suis plus sur le chantier, en relation avec les ouvriers, mes chefs chantier, les chefs d'équipe et tout. Je joue un peu le rôle de conducteur de travaux. C'est-à-dire que c'est mon rôle de superviser tout ce qui se passe côté construction du réservoir, Mhm. de superviser le travail de mes chefs chantiers, de m'assurer qu'il ne manque pas de matériel ni de matériaux et de m'assurer qu'ils respectent les échéances relatives au projet. Donc, c'est un peu ça. La journée typique, déjà, le boulot commence à 7 heures. Arrivé à 7 heures, c'est une rapide. Pardon? Assez tôt quand même. Oui, oui, assez tôt, parce que le temps, c'est de l'argent, comme on le dit. Le Je temps, vois. c'est de l'argent. Plus on perd du temps, plus on doit payer les ouvriers. Si on perd du temps, c'est qu'ils ne font rien, donc on Mhm. rentabilise pas. Donc, on commence assez tôt. La journée démarre avec un pré-start, une réunion rapide avec mes chefs chantiers pour définir les objectifs de la journée. Et ensuite, la journée est lancée. Donc, je suis, on va dire, dans mon bureau. Les éléments sont sur le terrain. Et à des moments donnés, je sors pour faire, on va dire, un tour et voir ce qu'ils font, en fait. M'assurer qu'ils respectent ce qui est prescrit par le cahier des charges. Et aussi, on a, comment dirais-je, une mission de contrôle qui s'assure de la qualité des travaux que nous réalisons. Donc, je représente un peu un pont entre l'entreprise et la mission de contrôle. C'est un peu ça. Ok, donc c'est intéressant. Donc même déjà dès le début de ta carrière, tu es quand même déjà dans un poste de gestion en tant qu'ingénieur civil. Oui, oui, oui. On va dire que le volet travaux du génie civil, c'est beaucoup plus de gestion. C'est beaucoup plus de Gestion, gestion. oui, gestion de ressources, qu'elles soient humaines, matérielles ou Mhm. euh, financières. C'est beaucoup plus de gestion. Ok, d'accord. Mais dans ce cas, les gens qu'on voit sur les chantiers, tu sais, avec les petits casques, on est quand même assez intello, ils sont qui alors? C'est les chefs chantiers, c'est ça, c'est pas des ingénieurs civils? En fait, vous pouvez être ingénieur génie civil et être chef chantier. On va dire que ce sont des postes occupés par des techniciens de la construction, en fait. Que ce soit chef chantier, conducteur de travaux, directeur de projet, directeur de travaux, voilà. Ok. Et l'ingénieur civil, c'est un cran, enfin, une coche en dessous, un plus haut, c'est ça, hein? Ok, Oui, c'est un peu ça. c'est intéressant à savoir. Euh, c'est ça. Mais la prochaine question que j'aurais à vous demander, c'est, tu sais, on voit quand même qu'il y a beaucoup de chantiers. Tu sais, dans tous les pays, on a besoin de faire des constructions, de faire des rénovations. Et c'est encore plus vrai dans les pays comme les nôtres où il y a encore beaucoup de choses à construire. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que, tu sais, on parle aussi de beaucoup de taux de chômage chez les jeunes. Est-ce que dans votre domaine, est-ce que le fait qu'il y a justement des choses à construire fait que c'est plus facile de trouver un emploi? Comment ça a été pour vous de trouver votre premier emploi? Médel, tu peux commencer. Est-ce que il y a du boulot en génie civil à Cotonou, au Bénin en général? Alors, à Cotonou, au Bénin en général, hein, et un peu partout en Afrique, je dirais, oui, il y a du boulot. Parce que, comme tu as commencé à le souligner, nos pays sont en construction. Et contrairement aux pays du Nord, où ils sont quand même à un certain niveau d'infrastructure assez avancé, où aujourd'hui ils font beaucoup plus donc, de la réhabilitation, de la rénovation. Mhm. Les constructions neuves sont plutôt rares là-bas. Ici, tout est à construire. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas suffisamment d'aéroports, nous n'avons pas hein, donc des systèmes d'alimentation en eau potable encore adaptés à nos besoins. Nous n'avons pas suffisamment de bâtiments.
Et nous n'avons pas de barrage, de retenue d'eau, donc tout est à faire. Et dans le contexte plus particulier du Bénin, où il est question pour le gouvernement, à travers son programme d'action, de développer, de construire un certain nombre d'infrastructures, le besoin est encore plus fort. Il y a, sans faire de publicité, il y a quand même un paquet de projets aujourd'hui qui impliquent des ingénieurs civils, et je peux dire qu'actuellement, c'est un peu le boom en matière de besoins en ingénieur génie civil. Alors, comment est-ce que moi, ma première opportunité, je l'ai trouvée? Ben, une fois ma spécialisation terminée, je suis rentré à Cotonou, et ayant fait beaucoup de stages au préalable dans le domaine de la construction routière, j'ai commencé simplement, avant même de rentrer, à prendre attache avec quelques relations professionnelles que je m'étais faites lors de mes stages, et qui savaient que je rentrais. Et on avait commencé à discuter d'un certain nombre de choses, de possibilités. Donc, quand je suis rentré, ben, j'ai activé ces relations-là, et j'en ai rencontré quelques-uns. J'avais un certain nombre de propositions, et au nombre de ces propositions, j'ai retenu celle qui cadrait le mieux à mes objectifs professionnels en début de carrière à cette époque-là. Et ça s'est fait, pour caricature, enfin, pour vous dire un peu, j'étais rentré en décembre, et en février, je commençais mon premier poste. Donc, c'est un peu, ça s'est fait quand même assez facilement et quand même très rapidement. Oui, assez rapidement. Ok. Ellie, tu peux nous raconter ton expérience à toi? Comment tu as décroché ton actuel emploi? Ok. Déjà, pour ce qui est est-ce que c'est difficile de se faire embaucher à la sortie de l'université? Je pense que pour être objectif, il faut répondre oui. Parce que le domaine dans lequel on est, il est assez compétitif, et directement lorsqu'on sort de l'université, on n'a pas forcément toute la compétence qu'il faut. Donc, embaucher, je dirais oui, mais je dirais que c'est un peu difficile, mais avoir des stages, je crois que ça, c'est plus accessible. Comme l'a dit Mendel tout à l'heure, il a eu à faire beaucoup de stages déjà, et c'est là qu'il il a pu se créer les relations qui lui ont permis d'avoir son premier emploi. Donc, je pars de là en disant que c'est un milieu dans lequel le relationnel est très important aussi. Absolument. Et ça, c'est très important, très, très important, le relationnel. Mais j'imagine. Moi, oui. Vas-y. Donc, moi, mon premier emploi, c'est à travers une relation aussi que j'ai pu l'avoir. J'ai eu vent d'un poste qui était laissé vacant par la relation en question. Donc, j'ai déposé ma candidature, et puis, à la suite de l'entretien, j'ai été retenu. C'est un peu comme ça que moi, j'ai commencé. Ok, d'accord. Je voulais rappeler à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent mettre les commentaires, les questions qu'ils ont juste dans le chat sur Facebook. Et oui, j'aimerais attirer l'attention sur le côté relationnel, parce que ça fait un moment que je suis à Montréal, et j'avoue qu'au pays, quand on dit j'ai eu cet emploi parce que je connais telle personne, parce que je connais parce que je connais une relation, j'ai comme l'impression que c'est un peu comme vu comme négativement à Cotonou, quand tu as dû passer par quelqu'un pour le faire. Mais tu sais, la dernière fois, je parle avec un collègue ici, mais c'est exactement la même chose qui se passe ici aussi au Canada. C'est plus facile de trouver un emploi dans n'importe quel domaine quand tu connais quelqu'un de la boîte. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on arrête de voir ça comme quelque chose de négatif, le fait d'être passé par quelqu'un pour trouver un emploi. Parce que recruter quelqu'un, c'est difficile pour ceux qui cherchent un emploi, mais c'est aussi difficile pour ceux qui cherchent un employé. Donc, ils sont plus confortables, ça leur demande moins de ressources que de passer par quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Donc, c'est toujours bien, et c'est vraiment important de se construire des relations, un réseau, voilà, dès le début. Et je pense que les stages aident beaucoup à faire ça aussi. Donc, je veux dire, si vous avez eu votre emploi en passant par quelqu'un, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça se fait un peu partout. Même ici au Canada, c'est comme ça que ça se fait partout. Donc, c'est pas
c'est pas de la corruption, c'est juste un fast track, c'est juste pour aller plus rapide. C'est plus rapide pour l'entreprise de passer par quelqu'un qui connaît déjà, et c'est plus rapide pour le candidat de passer par quelqu'un qui connaît déjà. Donc, si vous connaissez quelqu'un, genre, frappez à toutes les portes que vous connaissez là. Donc, c'est pas négatif. Ça doit pas être mal vu, je veux dire. Et pour revenir au stage, Mende, toi, tu disais que tu avais beaucoup de stages durant ton cursus. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait? Est-ce que c'était une démarche personnelle ou bien c'est l'université qui l'encourageait? Est-ce que ça faisait partie, comment je vais le dire, du plan d'études de l'université? C'était une démarche personnelle, le fait que tu fais des stages durant tes études? Non, c'était une disposition donc de l'école. Dès lors que vous rentrez en cycle d'ingénieur, après les années préparatoires, chaque année, on vous imposait donc de réaliser un stage. Mais par contre, il faut le souligner, c'est là un peu la faiblesse du système. Les écoles ici, à la différence de certains pays du Nord, il n'y a pas des directions, je veux dire des départements qui s'occupent réellement d'établir un partenariat sérieux avec les grosses entreprises, de sorte donc à pouvoir faciliter aux étudiants de trouver des stages et autres. Et donc là encore, la question du relationnel vient. Les étudiants sont un peu livrés à eux-mêmes. L'école vous dit, vous avez un stage à réaliser, vous vous demandez pour le trouver. Et là, il faut utiliser de son réseau, d'utiliser ses contacts pour se trouver des stages. Malheureusement, il y en a qui ne trouvent pas de bons stages là, il faut l'avouer. Et il y en a qui arrivent quand même à en trouver entre très bons, qui peuvent être de puissants leviers plus tard pour les carrières. Donc, c'est un peu cela. Ok, d'accord. Donc, l'université exige les stages, mais on doit les trouver soi-même. C'est ça. C'est ça le côté. Mais quand tu parles de la qualité des stages, est-ce que l'université valide quand même, non, si c'est un stage qui est intéressant ou pas, ou bien c'est, je veux dire, tu dis tout un stage et puis tu viens et puis l'université ne valide plus à côté? Et là encore, c'est l'une des insuffisances du système. En principe, avec aujourd'hui le recul que j'ai dans le métier, les écoles devraient pouvoir cadrer les stages dans le sens où, en fonction donc de l'avancement dans ton programme, on devrait pouvoir te dire en troisième année, par exemple, ton stage, ça doit être par exemple un stage d'immersion. Un stage, si tu veux en griffe, un stage ouvrier, où tu dois aller sur un chantier, tu dois toucher à tout, tu dois façonner des aciers, voilà, c'est un stage découverte, un stage d'immersion. Lorsque tu passes en quatrième année, par exemple, c'est-à-dire que tu as une année de finir ton cycle d'ingénieur, puisqu'ici c'est 5 ans, ben là, ça doit commencer donc par être un stage avec des responsabilités d'ingénieur, des responsabilités en termes de conduite de travaux, de pilotage d'opérations. Et évidemment, le dernier stage, ça doit être un truc où tu dois totalement être dans la peau d'un ingénieur et tu dois pouvoir travailler sous la responsabilité directe d'un ingénieur et piloter des choses. Donc, le contenu et la pertinence des stages, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas suivi comme il faudrait par les écoles. Je ne sais pas si Elie il a vécu une expérience différente de celle-là, mais c'est... Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il n'y a pas de feuille de route en ce qui concerne les stages. Okay. On est, on va dire, livré à nous-mêmes. Il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas en stage, tu vas faire n'importe quoi, au finish, tu reviens sans aucune compétence et puis, bon, l'école ne fait pas de suivi, en fait. C'est un peu ça. Mais par exemple, toi, comment tu as su ce que tu veux? Est-ce que tu as été guidé par des profs? Comment tu as su que ce stage, c'est pas bon, celui-ci était bon? Comment tu l'as... On va dire que déjà, moi, j'avais, mes préférences. Okay. Je ne vais pas le cacher, ma première préférence était surtout la construction de bâtiments. Donc, les stages que j'ai eu à faire, la majorité des stages que j'ai eu à faire étaient dans ce domaine-là. Et je savais moi-même que j'avais pas mal de lacunes en ce qui concerne les expériences pratiques, parce que la formation est, on va dire, purement théorique. Donc, tout ce qui concerne la pratique,
j'avais vraiment des lacunes. Donc, ce que moi j'ai eu à chercher la plupart du temps, c'était des postes où j'étais sur le chantier, où je pouvais voir les différents corps métiers s'activer, pratiquer ce qu'ils savent faire et apprendre d'eux. C'est Ok, ça qui fait ce que je suis aujourd'hui, en fait. je vois. Donc, durant tes 5 ans, tu fais combien de stages durant le grand cursus? On va dire en troisième année, il y a un stage qui est imposé, en quatrième année aussi, et en cinquième année, il y a le stage de fin de Formation. cursus. Oui, Ok. Donc, 3 stages au moins. oui, oui, au moins, minimum. D'accord. Et ça, c'est tout des stages imposés. Oui, oui, c'est le stage imposé. C'est des choses imposées. OK. C'est ça, je vais revenir sur un point aussi parce que c'est comme Edel a souligné tout à l'heure, le génie civil est tellement, tellement large et je pense que dans ma tête et probablement dans la tête de beaucoup de combien de mortels, quand on parle de génie civil, on voit juste les bâtiments, juste les bâtiments et puis les routes. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. C'est que j'ai été étonnée quand tu m'as dit que tu travailles en assainissement. Donc, qu'est-ce que le génie civil fait là? Donc, je veux que vous me dites, en dehors de cette domaine, sur quel autre type de projet on peut retrouver un ingénieur civil? Je sais pas si tu veux y aller. En dehors de la construction bâtiment et Des puis bâtiments, des routes. Qu'est-ce que ça fait d'autre, un ingénieur? au fait, l'ingénieur génie civil, on va dire qu'il est au cœur de tout ce qui est construction. Partout où il y a de la construction, il est là. Et quand on parle de construction, faut pas juste voir les bâtiments. Il y a les routes qu'on peut construire, il y a des ponts qu'on peut construire, il y a des collecteurs qu'on peut construire, il y a des châteaux d'eau qu'on peut construire. Les aéroports, c'est à construire, les gares, c'est à construire, plein de choses, tout ce qui est à construire en fait. Ok, ok, je vois. Ménel, tu Abs- voulais compléter? Non, non, je pense que le champ de compétences a été bien présenté. C'est tout ce qui est en fait infrastructure qui permet donc d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Donc les bâtiments, les routes, les ponts, les ouvrages d'assainissement et de lutte contre les inondations, les barrages, parce que là aussi, c'est des ingénieurs civils qui interviennent, que ce soit des barrages réservoirs à des Ouais. fins purement d'alimentation en eau potable ou des barrages à des fins donc, de réservoirs pour production donc d'énergie électrique. Là encore, c'est parce qu'on parle de digue, on parle d'arrangement, on parle de terrassement. Là encore, l'ingénieur civil. Les aéroports, et j'en passe. Donc, Même tout ce qui est, les stades aussi. bien sûr, les Ouais. stades, tout ce qui est infrastructure, Ok, donc d'améliorer la qualité de vie de l'humain, l'ingénieur civil se retrouve donc au cœur. ok, je vois. Ok, mais avec tout ce que vous avez cité là, il y a quand même beaucoup de boulot encore au pays parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez citées qui ne sont pas encore construites. Bon courage à vous. Merci. Euh, c'est ça. Donc, tu vois, vous avez plein de projets, mais c'est qui embauche un ingénieur civil? Est-ce que c'est le gouvernement? C'est quelle structure qui embauche actuellement à Cotonou un ingénieur civil pour tous ces projets-là? Alors, je vais dire, et c'est là qu'il y va de la carrière que l'ingénieur civil souhaite avoir. Euh, L'ingénieur civil peut choisir, peut faire l'option, par exemple, de travailler pour le gouvernement. Là, il rentre dans la fonction publique, il y a des concours de recrutement qui se font. Il passe le concours, il le réussit, il rentre dans l'administration publique. Quand il rentre dans l'administration publique, on l'affectera dans un ministère. Voilà, donc en fonction donc, des besoins du moment. Il peut se retrouver au ministère du cadre de vie, de l'habitat de cadre de vie, il peut se retrouver au ministère des infrastructures, il peut se retrouver au ministère donc, de la justice. Ça paraît bizarre, un ingénieur civil au ministère de la justice. Et oui, il y a Même des au prisons, ministère des Finances. Ah ouais, oui? il y a des prisons à construire Ah et ça prend des ingénieurs civils au ministère de la justice. Même au ministère des Finances, oui, ça prend. Ça prend donc des ingénieurs civils au ministère des Finances. Parce que le ministère des Finances, en tant que bras financier de l'ensemble des projets, a besoin donc d'avoir des ingénieurs qui font un peu du suivi de projet. Ils font un peu du suivi de projet. Et donc, il y a cette possibilité-là de travailler pour le gouvernement. Après ça,
il y a la possibilité de travailler dans le secteur privé. Dans le secteur privé, il y a là encore plusieurs possibilités. Soit vous décidez de faire carrière en bureau d'études, et là, vous ferez de l'ingénierie, vous ferez de la surveillance de contrôle de travaux. Soit vous choisissez de travailler en entreprise de construction, en entreprise de travaux. Et là encore, il y a des possibilités. Vous pouvez soit choisir d'évoluer dans des entreprises de construction qui font la construction de bâtiments, ou vous pouvez choisir carrément le secteur routier, ou si vous avez, comment vais-je dire, une préférence pour ce secteur-là, il y a des entreprises qui ne font que dans les routes au Bénin. La troisième possibilité, au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, quand je dis d'années, je le dis d'années parce que le système est ainsi bâti, je veux tout dire, au bout d'une certaine compétence, vous avez la possibilité de vous constituer donc un expert indépendant où vous agirez totalement à votre propre compte sur des missions en freelance. Ça peut être des missions en phase travaux, donc des missions de suivi de projet. Ça peut être des missions d'audit ou ça peut être des missions après construire les travaux, des missions forensiques par exemple, où il y a un sinistre, un bâtiment qui est tombé, qui s'est effondré. Il faut bien un ingénieur civil dans une commission pour faire une certaine expertise. Voilà, donc voilà un peu la trame du métier tel qu'on pourrait l'envisager. Voilà. D'accord, je vois. Elie, tu voudrais compléter quelque chose? Je crois que tout a été dit là. C'est complet. Je vois. C'est ça. Donc, il y a quand même il y a quand même des ingénieurs qui travaillent à leur propre compte. Dans ce cas-là, s'ils sont en expert indépendant, comme tu l'as dit. Oui. Mais est-ce qu'on a des boîtes, je vais dire de grosses boîtes qui gèrent des chantiers à tout seul, mais qui sont des boîtes béninoises au pays? Alors, des boîtes béninoises, en fait, si on veut parler d'entreprise, je l'ai présenté un peu tout à l'heure, le spectre est vraiment large. Oui, il y a des entreprises de construction, par exemple routières, qui sont typiquement béninoises. Sans faire de publicité, je vais citer par exemple AD aussi. C'est une entreprise qui est une entreprise typiquement béninoise, qui est détenue par un béninois et qui fait par exemple dans la construction de routes, mais pas que. Dans la construction de bâtiments également, mais le métier phare, c'est la route. Ça reste la route. Si je dois parler des bureaux d'études, il y a des bureaux d'études qui sont, et plusieurs d'ailleurs, qui sont détenus, qui sont la propriété de béninois. Typiquement, il y en a un certain nombre. Ok, d'accord. Je pose la question parce que j'ai comme l'impression que les gros projets, en tout cas, de ce qu'on voit sur les chantiers, il y a quand même beaucoup d'étrangers qui sont quand même impliqués dans la réalisation des projets à Cotonou. C'est juste une impression ou bien c'est un peu la réalité aussi? Oui, je dirais oui, c'est un peu la réalité, aussi, parce que c'est un secteur qui est assez libéral, qui est ouvert. Les contrats sont souvent attribués suite à des appels d'offres internationaux. Et quand on dit appels d'offres internationaux, ça veut dire qu'une entreprise qui est basée à Singapour, une entreprise qui est basée à Pékin, une entreprise qui est basée à Montréal, peut se sentir libre de participer à cet appel d'offres et de gagner l'affaire. Et évidemment, quand une entreprise singapourienne gagne une affaire, c'est tout à fait normal que vous retrouviez dans le staff du personnel de Singapour. Donc, oui, il y a effectivement un certain nombre d'entreprises et un certain nombre de bureaux d'ingénierie dans lesquels sont impliqués un paquet d'expatriés. Ok, d'accord. Mais n'empêche, il y a des locaux qui sont impliqués dans de la réalisation de ces projets, même si c'est des entreprises internationales, étrangères, il y a quand même des compétences dans le pays qui sont exploitées quand même. Absolument. Et pour une petite histoire, assez récemment, j'ai été approché donc par un bureau tunisien qui préparait une offre, qui répondait à une offre pour la surveillance et le contrôle de travaux de projets d'assainissement ici au Bénin. Et j'ai demandé à ce qu'ils m'envoient un peu les thèmes de référence pour le poste pour lequel ils voudraient avoir donc mon CV et pour répondre à l'appel d'offres.
j'ai pu constater que dans les thèmes de référence, les experts locaux, c'est un poste pour lequel, quand l'expert remplit les critères d'expérience et de background requis, s'il est local, ben, l'entreprise, le bureau gagnait 3 points et demi. Mais si cet expert est expatrié et qu'il remplit les conditions, le bureau gagnait 2 points et demi. Donc, c'est une politique, c'est une discrimination, je dirais, positive, qui est faite par certains maîtres d'ouvrage, d'accord, certains maîtres d'ouvrage, pour donc créer une réelle élimination et un certain intérêt à ce que les bureaux, même internationaux, s'orientent vers les profils locaux lorsqu'ils sont disponibles. Donc, c'est des réalités. Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, il y a quand même cette discrimination positive-là pour les encourager à embaucher local. C'est ça. Ça, c'est intéressant. OK. Quoi d'autre j'avais comme question? Donc, pour la formation, je pense que vous avez fait un peu le tout, hein. Je pense qu'il faut... Déjà, actuellement, j'imagine qu'il faut aller à l'EPAC obligatoirement pour avoir le profil ingénieur civil à Cotonou, mais il y a d'autres écoles à Cotonou, au pays, pour se former en génie civil. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi est actuellement la seule accréditée à délivrer un diplôme d'ingénieur de conception. Maintenant, lorsqu'on veut, il y a des équivalents, hein. Il y a un master équivalent qu'on peut faire par exemple vers Chagrin ou à l'UT Lokossa. Mais est-ce ça le même, c'est reconnu par les entreprises qui embauchent? Oui, c'est reconnu. Mais juste, en fait, la seule différence, c'est que à la fin, lorsque vous faites un master, comment dirais-je, normal, un master professionnel, on va dire, vous ne portez pas le titre d'ingénieur. C'est ça la différence qu'il y a entre le fait de faire une école d'ingénieur et de faire une école qui délivre un master professionnel, quoi. Malgré que vous avez aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques matières qu'on a à faire à l'école d'ingénieur qui ne se font pas de l'autre côté. Mais sinon, à la fin, je crois que au niveau du travail, lorsqu'on se met à travailler, c'est plus la capacité personnelle qui est importante. OK, d'accord. Mais maintenant, dans ce cas, pour rentrer à l'EPAC, c'est comment? C'est très compétitif. Malgré ça, après le bac, il faut déposer un dossier. Est-ce que c'est compétitif? Il faut être super, super bon, comme vous, avant de pouvoir y avoir accès à l'école? Bien, comment ça se passe? Bon, actuellement, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais au moment où moi j'ai commencé, moi j'ai pas eu, par exemple, mon bac au Bénin, je l'ai eu au Gabon, à Libreville. Oh. Donc, quand je suis rentré, j'ai déposé mon dossier à l'école polytechnique et ils ont eu à faire une étude de dossier. Je ne sais pas quels sont les critères qu'ils prennent en compte, mais je pense que on regarde à peu près vos moyennes, surtout dans des matières comme les maths, la physique, la chimie et aussi le français, parce que c'est la langue utilisée pour dispenser les cours, quoi. OK, je vois. Donc, après ça, ils décident d'accepter ou de rejeter le dossier. Ça, c'était en mon temps. Avant ça, je crois que c'était sur concours qu'il fallait, Mais on maintenant, pouvait intégrer les cours. mais toi, tu n'arrives pas à concours, c'est ça, hein? Voilà, moi, en mon temps, c'était par concours. OK, d'accord. Mais maintenant, en dehors des critères pour rentrer, c'est quoi les profils, les points forts qu'un enfant, bien, un collégien doit développer pour pouvoir réussir ses études de génie civil à l'université ou bien ailleurs? Médel, tu peux répondre? Alors, comme Elie l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est un parcours d'ingénieur civil, ça fait appel à beaucoup de mathématiques et beaucoup de physique, c'est scientifique. Et donc, bien évidemment, si quelqu'un est intéressé à s'orienter vers le génie civil, ça prendra un bon niveau de mathématiques et de sciences physiques. Je dirais fondamentalement, c'est cela. Voilà. Le reste, ça reste de la technique et ça vient assez rapidement. Il faut un bon niveau de mathématiques et de sciences physiques. En plus de ça, moi je voudrais ajouter quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, hein. Ça, il faut être endurant.
Ça, c'est très important. Comment ça? Parce que la formation, elle est pas vraiment facile. Elle n'est pas facile du tout. Il faut être vraiment endurant. Donc, elles sont celles pas faciles, genre en termes de charge de travail, c'est ça? La charge de travail, la pression et tout ce qui va avec, quoi. Ok, d'accord, je vois. Bon, comme Enel l'a dit, c'est une formation d'ingénieur, donc c'est Ben chic. oui. Est-ce si je peux me permettre, Oui, oui. au-delà donc, au-delà de ces qualités-là qui demeurent, je dirais, académiques, il y a quand même, je dirais, des qualités humaines. Il y a des qualités, il y a des qualités humaines parce que, vous voyez, tout métier n'est pas fait pour tout le monde. Tu peux être un très bon ingénieur à l'école, c'est-à-dire brillant et tout, mais finalement, tu commences ta carrière, tu te découvres humainement que ce n'est pas fait pour toi. Il faut pouvoir ne pas être timide. Après ça se travaille. Parce qu'en tant qu'ingénieur, vous avez un staff à gérer plus tard. Vous avez des équipes à pouvoir gérer. Et donc, si vous êtes quelqu'un de timide, vous ne savez pas forcément aller vers les autres. Si vous n'êtes pas un meneur d'hommes, vous n'avez pas un caractère de meneur d'homme, le génie n'est peut-être pas votre chose. Après, comme je l'ai dit, le métier est vraiment vaste. Quelqu'un peut ne pas être un meneur d'homme, peut par exemple choisir de s'orienter vers les études dans le métier. Donc un bureau d'études où il reste tout le temps derrière l'ordinateur, il fait des calculs, il conçoit des plans, fait des calculs de structure. Ça, tu n'auras pas réellement à interagir avec des équipes de 50, 100, 1000, 2000. Un chantier routier d'envergure, ça peut facilement mobiliser 1000, 2000, 3000, 4000 personnes. Wow. Si vous êtes, par exemple, directeur de travaux, vous êtes directeur de projet, vous avez sous votre responsabilité 1000, 2000, 3000, 4000 personnes. Voyez-vous, donc il faut déjà en soi avoir ce tempérament-là d'homme au-delà des qualités. Donc, il faut être un bon communicateur. Il faut être un bon communicateur parce que vous avez, évidemment, des hommes à gérer, donc ça prend déjà de la communication. Mais dans votre fonction, dépendamment de ce vers quoi vous orientez, vous aurez à interagir avec des clients, qu'ils soient publics ou privés. Vous aurez à interagir avec des clients. Vous devez participer à des réunions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient des réunions de négociation ou autres. Vous aurez à faire cela. Et donc, ça prend de vous des qualités de communicateur et des qualités de négociation également. Parce qu'on parle de projet et derrière le projet, on parle de pognon aussi. On parle d'argent, on parle de gros montants. Et donc, ça prend des qualités de négociateur. Donc, je voudrais ajouter ces 3 points-là ouais, à ça aussi, oui, vous me permettez, je pense qu'on peut ajouter l'importance de l'esprit d'équipe. Ça, c'est très important. C'est ça. Parce que en tant qu'ingénieur, on peut pas tout faire seul. Même s'il arrivait qu'on arrive à, voilà, on arrive à calculer tout ce qu'on veut tout seul, il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un pour vérifier parce que c'est de grosses responsabilités. Il faut jamais rester seul dans son coin et faire les choses. Donc, il faut avoir vraiment l'esprit d'équipe. Ça, c'est très important. Ok. Mais là, vous venez de citer des qualités qui sont vraiment, vraiment importantes, autant importantes, sinon encore plus importantes que vos compétences techniques acquises à l'école. Donc, ça me amène à poser la question, comment, surtout que vous êtes tous les deux quand même relativement assez jeunes, je vais dire, comment vous arrivez à gérer 2000 personnes? Est-ce que vous avez pris des cours de gestion de projet après? Mais ça s'apprend sur le tas. Et aussi, compte tenu de votre âge aussi, j'imagine que vous vous êtes retrouvé déjà à devoir donner des ordres à des personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous. Comment vous intégrez ces paramètres-là dans la vie de tous les jours pour que cet esprit d'équipe-là demeure toujours? C'est un défi, j'imagine. Alors moi, je dirais que, personnellement, je n'ai pas eu à prendre de cours particuliers en termes donc de management de ressources humaines. Je dirais que ça vient à peu près tout seul. Lorsque vous vous retrouvez, ça vient à peu près tout seul, mais il faudrait que vous ayez ça un peu en vous déjà, je pense. Il faudrait que vous ayez ça déjà un peu en vous. Lorsque vous vous retrouvez en situation, imaginez-vous, on vous laque dans la nature, puis on vous met un lion derrière, vous allez courir.
Vous n'avez pas le choix que de courir, vous allez courir. Voilà, donc c'est un peu structuré, c'est un peu ça. Lorsque vous vous retrouvez en situation, vous êtes ingénieur et c'est tout naturellement que ça vient. Évidemment, au début, ce n'est pas très évident parce qu'il faut le souligner. Vous avez un bon paquet de personnes à gérer, mais quand vous êtes jeune, ce n'est pas aussi évident parce que imaginez, vous êtes dans la trentaine, mais vous avez dans votre équipe à peu près 40% qui sont peut-être dans la quarantaine, même cinquantaine. Vous avez des collaborateurs qui sont de la cinquantaine. Donc, comment vous faites? Donc, dans un contexte béninois, ou pour généraliser dans un contexte africain, où nous avons une certaine culture de la politesse, une certaine culture du respect de l'aîné. Alors, ce n'est pas toujours très facile. Je dirais que c'est un savant dosage de tact et je dirais de tact et de diplomatie. Il faut savoir ramener sur le droit chemin lorsque ça quitte le droit chemin, et il faut savoir récompenser, et il faut savoir féliciter lorsque ça fait les choses comme ça se doit. C'est un apprentissage continu. On ne peut pas se targuer là d'être arrivé à un niveau de truc. C'est un apprentissage continu et qui se fait donc au fil des années. Maintenant, ça peut aider, ça peut vraiment aider. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de cours de leadership, de cours de mentoring et tout ça. Et ça peut être quand même, ça peut aider et donc à développer rapidement ces compétences. Ces habiletés-là. Wow. Elie, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ton expérience? Comment tu fais ça? Moi, je dirais que Mendel a parfaitement raison. Moi aussi, j'ai pas suivi de cours spéciaux pour ça. On va dire que tout s'apprend sur le terrain, déjà depuis les stages. Quand on vous met dans une position où vous devez gérer les équipes, déjà vous avez la pression parce que vous devez fournir un résultat, et puis vous avez des éléments devant vous qui ont peut-être 2 fois votre âge. Vous devez leur donner des ordres. Oui. C'est un peu, on va dire que à ce moment-là, vous êtes un peu dans le rôle de père de famille, on va dire. Donc, vous devez, c'est avec beaucoup de tact qu'il faut gérer, quoi. On frappe quand il faut frapper et on donne la raison pour laquelle on a frappé. Quand il faut féliciter, on félicite. En même temps, on n'est pas des tyrans, c'est avec des hommes qu'on travaille. Donc, c'est un mélange de beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. En tout cas, ça n'a pas l'air très doux en tout cas. Et ça m'amène à une question. C'est vrai que dans mon entourage, on ne connaît pas particulièrement des femmes ingénieurs civils à Cotonou. Mais est-ce que dans votre pratique, vous avez des collègues qui sont des femmes ingénieurs civils? Il y en a beaucoup? Oui, plein. Ok, d'accord. Moi, j'en connais plein. Super, ça me rassure. Merci à vous pour toutes ces informations. J'avoue que là, je comprends un peu de plus en plus. Et puis, je vois maintenant pourquoi je voulais fouiller un peu ce qui se passe de ce côté-là, dans ce métier-là. Et en tout cas, comme vous l'avez dit, ça allait que c'est en train de décoller comme métier à Cotonou. Donc, je vais vous demander, je connais beaucoup de gens qui sont quand même ingénieurs civils ici à Montréal ou bien ailleurs au Bénin, qui ont envie de rentrer. Je vais dire, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de rentrer à Cotonou? Est-ce que c'est facile de toujours? Est-ce que il y a de quoi faire? C'est une question qui, je dirais, qui au-delà donc du choix, je veux dire, au-delà du génie civil, c'est quand même, c'est une question qui relègue carrément je vais dire, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, c'est une décision vraiment importante. Alors, est-ce qu'il y a à faire? Ben oui, la réponse est oui, puisque les locaux trouvent à faire. La réponse est oui. Est-ce que les attentes, parce que nous ne l'aurons pas, on travaille pour s'épanouir, mais on travaille aussi pour gagner sa vie. Est-ce que les attentes de ce côté-là seraient totalement conformes à ce à quoi ils pourraient s'attendre? Là-dessus, il faut nuancer. Là-dessus, il convient de nuancer. Mais sur le besoin, sur la possibilité donc
de pouvoir s'ancrer dans le marché? La réponse, elle est totalement affirmative. Il y a des besoins et il n'y a pas de raison que quelqu'un qui est ingénieur civil à Montréal rentre à Cotonou et n'arrive pas à s'insérer. Cela m'étonnerait. OK. D'accord. Merci beaucoup à vous. On a des questions, je me rendais pas compte, c'est pour ça que j'étais à fond dans mes questions, mais on a une ou deux questions, je pense. Je pense que la première question, c'est ça. C'est Roca qui nous demande concrètement où s'arrête le travail de l'architecte et où commence le travail de l'ingénieur civil. Ça, c'est une très belle question parce que c'est quelque chose que je comprends pas encore. Qui veut y aller? Mendel, Elie? OK, si Elie permet, j'y vais. OK. Oui. OK. Voilà, c'est une très bonne question. C'est une très belle question. En réalité, oui, il y a une frontière. Il y a une frontière. Et je vais dire que le travail de l'ingénieur commence à peu près lorsque celui de l'architecte est réalisé à 80-90%. Et il peut y avoir une interaction, il peut y avoir un feedback. Et il doit d'ailleurs y avoir un feedback. L'architecte, lui, il conçoit le projet dans sa forme, dans ses couleurs, dans son volume et je vais dire, et dans son environnement. Voilà. L'architecte rêve, si vous me permettez cette expression, il rêve, il conçoit quelque chose, il veut que ce soit ainsi. Il peut vous concevoir, par exemple, un mur qui doit être courbé avec une certaine inclinaison, ainsi de suite. L'architecte rêve, il conçoit le projet ainsi. L'ingénieur, lui, ensuite, s'occupe, première chose, de la stabilité. Il s'intéresse à la stabilité de ce qu'a conçu l'architecte. Et donc, c'est ce que nous, on appelle dans le jargon technique l'étude de structure. L'architecte peut avoir conçu, par exemple, un bâtiment où peut-être au niveau de la toiture terrasse, il met une dalle pleine d'une certaine envergure, de certaines dimensions en plan, qu'il fait reposer par, je ne sais pas, un poteau unique, un seul poteau qui est logé peut-être au centre de tout cet élément-là. Oui, sur une feuille ou derrière un ordinateur, quand tu fais une 3D view, c'est peut-être très joli, c'est très beau. Mais est-ce que ça va pouvoir se faire techniquement? Est-ce que ça va être stable? Si ça va être stable, qu'est-ce que ça prend à ce poteau-là, à lui tout seul, de pouvoir reprendre tout ce plancher? C'est là que le travail de l'ingénieur structure notamment, commence. Donc, lui, il va s'intéresser au calcul de structure. Il va donc concevoir la structure pour l'ossature porteuse du bâtiment. Quels sont les éléments porteurs qu'il faut prévoir ci et là? Et comment est-ce que les charges seront donc reportées et distribuées pour donc aller au niveau des fondations qui vont les transmettre à leur tour au sol support? L'ingénieur structure en fait son affaire. Et il arrive souvent que dans ce process-là, l'ingénieur civil en arrive par exemple à dire attention, tel que l'architecte l'a voulu ici, cette poutre-là qu'on doit faire reposer par un seul poteau, techniquement, ça me pose tel problème. Et là, c'est là qu'il doit y avoir un feedback avec l'architecte, monsieur l'architecte, et ça pose tel problème au niveau structure, si on doit le concevoir ainsi, tel que vous l'avez projeté. Alors, quelles sont, techniquement ou du point de vue structure, du point de vue stabilité, voilà des variantes. Laquelle de ces variantes ne s'écarterait pas fondamentalement de votre conception. Et il doit y avoir cette interaction. Ça, c'est le premier, ça c'est à la phase, si vous voulez, à la phase avant-projet et un peu étude d'exécution. Maintenant, la phase travaux, là encore, il y a une démarcation. Quand je dis travaux, c'est construction. On a fini les études, on a fait les plans d'exécution et tout. On est rentré maintenant en construction, en travaux. Là encore, il y a une frontière entre le métier parce que c'est un métier, le métier de l'architecte et celui de l'ingénieur. L'architecte, par exemple, a prévu, je dirais, que les carreaux soient par exemple de tel format. Il dit c'est des carreaux de format 50 x 50 qui doivent être par exemple en marbre ou en granit. Ce n'est pas l'affaire de l'ingénieur de s'intéresser si les carreaux qui sont en train d'être posés ou qui sont en train d'être approvisionnés par l'entrepreneur sont de ce format et sont en granit ou pas. Ça, il revient à l'architecte de s'intéresser donc à la nature des matériaux, de leur conformité au dossier. L'ingénieur en phase travaux s'intéressera encore une fois à la stabilité, à la conformité entre ce qui est en train de réaliser, donc les plans de coffrage,
les plans de ferraillage, les plans de poutraison, et tout ce qui est plan pour les réseaux divers, donc que ce soit les réseaux d'évacuation d'eau, tous ces réseaux secs, tout ce qui est réseau humide, l'ingénieur en fera donc son affaire, de sorte à ce que les travaux soient conformes au plan d'exécution. Et voilà un peu ce que je pourrais dire à ce niveau. Et il faut dire que dans le contexte du Bénin, les architectes restent maîtres d'œuvre. Et généralement, on leur confie des missions complètes et ils s'associent les services d'un ingénieur. Les plans à réaliser dans le cadre donc de l'obtention des permis de construire sont notamment visés par tout ce qui est tout ça sont naturellement visés par un architecte. L'ingénieur, lui, fait de son affaire tout ce qui est plan structuré de façon générale. Donc, l'architecte reste un peu le centre et l'ingénieur, je vais dire, gravite autour. Voilà. D'accord. Donc, c'est quand même deux corps de métier qui collaborent beaucoup. Oui, ils collaborent énormément. Ok, d'accord. La seconde question, peut-être Elie, tu veux vouloir répondre. Quelles sont les différentes branches en génie civil? Les différentes branches en génie civil, les différentes spécialités, c'est ça? Oui, je pense. Peut-être au niveau de la formation. Ok. On va dire que déjà après la formation ici à l'école polytechnique, on n'a pas vraiment une spécialité. Il faut ensuite aller faire la spécialisation dans une autre école. Donc, parmi les spécialisations, on a le calcul de structure, c'est-à-dire matériaux et structure. C'est tout ce qui s'occupe de, comment dirais-je, des matériaux, de leurs caractéristiques, des structures, des ossatures, du calcul de structure, quoi. Parce que, par exemple, quand on prend un ouvrage comme un bâtiment ou bien comme un pont ou un dallo, on a ce qu'on appelle une ossature. C'est un peu les os de l'ouvrage, en fait, ce qui permet à l'ouvrage de tenir. Donc, cette spécialité-là nous permet de mieux appréhender tout ce qui concerne le dimensionnement relatif aux structures. Maintenant, à part ça, on a la géotechnique. Je pense que c'est ce que Mendel a fait. Absolument, oui. N'est-ce pas? Ouais. Donc, la géotechnique, je crois que ça, c'est par rapport à tout ce qui touche un peu le sol, les caractéristiques du sol, les différents matériaux constitutifs du sol, la capacité portante du sol, en fait, tout ce qui touche au sol. On retrouve bien cette spécialité-là au niveau du bâtiment, au niveau des routes, mais surtout au niveau des routes, parce que c'est, on va dire, la base de la construction routière. Okay. Après ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Mendel, tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Il y a le volet, par exemple, hydraulique. Donc, Elie travaille actuellement sur un projet qu'on pourrait donc classer donc dans un projet hydraulique. Quand on dit hydraulique, il y a là encore il y a deux, je vais dire il y a deux possibilités, il y a deux fenêtres. L'hydraulique coupe par exemple les assainissements. Quand on dit assainissement, c'est quand on a fait une route. Comment est-ce que les eaux pluviales, quand il va pleuvoir, les eaux pluviales, comment est-ce qu'elles vont être drainées? Tout ce qui est ouvrage de drainage. Comment on draine les eaux vers un exutoire? Ça, c'est l'assainissement. Comment on fait pour éviter que tel ou tel qu'il y ait inondation à tel ou tel autre endroit? Il y a ça, c'est de l'assainissement aussi. Il y a le volet hydraulique dans le sens de l'alimentation en eau potable. Il y a telle population qu'on veut pouvoir desservir en eau potable. Ça, c'est de l'hydraulique. Et c'est aussi l'une des spécialités vers lesquelles un ingénieur génie civil peut donc s'orienter. Et il y a le volet de transport qui n'est malheureusement pas beaucoup développé ici au Bénin. Le volet de transport qui s'occupe, dedans vous avez beaucoup de possibilités. Vous avez par exemple les études, vous avez le volet circulation, parce que quand vous réalisez une route par exemple, il y a des intersections et au niveau des intersections, c'est des conflits. Ces conflits doivent être gérés par des feux tricolores par exemple
par des panneaux, donc de la signalisation, ainsi de suite. Ça, c'est l'affaire donc des ingénieurs en circulation. C'est des ingénieurs génie civil aussi. La circulation, ça rentre dans les transports. Vous avez des ingénieurs en transport, eux, ils travaillent plutôt au niveau institutionnel. C'est-à-dire que quand un pays a un projet, une construction de route, par exemple, elle monte un dossier et tout, elle va à un certain niveau dans le process chercher à avoir du financement. D'accord? Ce financement-là est généralement accordé par des institutions financières bancaires. Au niveau de cette structure, c'est des ingénieurs en transport qui sont là. Ils étudient non seulement le projet du point de vue technique, je dirais peut-être à 20-30%, mais ils le regardent beaucoup plus du point de vue financier, rentabilité financière. Voyez-vous. Il y a aussi de plus en plus le volet hygiène, sécurité et environnement, le volet HSE, vers lequel les ingénieurs génie civil peuvent donc s'orienter. Quand on vous dit que sur un chantier, on peut facilement aller chercher 2000, 3000, 4000 âmes qui se retrouvent pour construire un ouvrage, et quand on vous dit que 4000 âmes, ça veut peut-être impliquer un parc matériel de 2000 engins, et vous voyez un peu les engins de BTP, ils ont quand même du gabarit et tout ça doit pouvoir travailler. Il y a des risques potentiels d'accident. Oui. Et donc, de plus en plus, il y a le volet hygiène évidemment, parce que qu'il y a des engins, il y a des huiles qui vont devoir être gérées, les déchets de chantier qui doivent pouvoir être gérés. Il y a le volet sécuritaire. Comment fait-on pour que tous ces engins-là puissent cohabiter avec toutes ces âmes pour qu'on n'enregistre pas donc de décès, de morts, d'accidents pendant la réalisation des travaux? Ça, c'est le volet hygiène, sécurité, environnement, vers lequel des ingénieurs civils peuvent également s'orienter donc en termes de spécialisation. Donc, en gros, il y a aussi le volet qualité que j'oubliais, le volet qualité. La qualité, c'est un peu de la gestion documentaire. Parce que sur un projet, il faut mettre en place une matrice documentaire, une matrice de procédure. Comment fait-on quoi? Il doit y avoir des procédures claires. Comment fait-on telle tâche? Et ça doit pouvoir connu depuis le responsable jusqu'au plus petit élément qui intervient sur la chaîne. Ça relève du volet donc de la qualité. Voilà, en gros, ce que je pourrais ajouter. Je pense que je peux dire aussi que la qualité constitue un peu le contrôle de l'entreprise à laquelle elle appartient, quoi. Parce que c'est eux qui s'assurent de la qualité, comment on va dire, la qualité de ce qui a été fait. À part ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié. Il y a la spécialité économie de la construction. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les maîtreurs. Je crois qu'une entreprise sans un maîtreur ne va pas faire de bénéfice du tout. Les maîtreurs, eux, ils sont là en fait pour définir le budget alloué à chaque projet. Si l'entreprise doit gagner un appel d'offres, par exemple, c'est grâce aux maîtreurs, au travail qu'ils font en background pour pouvoir proposer des prix pour la réalisation des travaux. Donc, c'est une spécialité aussi à ne pas oublier. Alors, sur ce point, j'introduirai une petite nuance. Je crois que Élie voulait parler là des études de prix. Voilà. C'est-à-dire quoi? Oui, il y a un appel lancé, une entreprise doit présenter une offre. Et l'entreprise doit dire, OK, cet ouvrage-là, moi, je vais le réaliser à X francs. Derrière, ça prend un ingénieur qui étudie les prix, qui doit, lui, son job, sa spécialité, donc, c'est de bâtir la structure des prix, de sorte à pouvoir dire, le mètre cube de telle chose, nous allons le faire à tel prix, ainsi de suite. Ça, c'est la spécialité étude de prix. Et maintenant, en phase travaux, lorsque on est en phase opérationnelle, réalisation, il y a, comme Elie le disait, le suivi. Voilà, le suivi des prix de production. C'est-à-dire, l'entreprise a dit, par exemple, le mètre cube de béton, je vais le vendre, je donne un exemple comme ça, à 200 000 francs. Ça, c'est le prix qu'il facture au client. Mais dans ces 200 000 francs, évidemment, l'entreprise ne fait pas on fait pas du philanthropisme. On veut faire un profit. Dans ces 200 000, l'entreprise espère peut-être faire un profit de 50 000 au mètre cube de béton. Mais lorsque les travaux commencent, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse au coût de production. C'est-à-dire, finalement,
le sable que nous sommes en train d'utiliser, le gravier que nous sommes en train d'approvisionner, le ciment, l'eau, la mise en œuvre, l'amortissement du matériel et tout ça, le personnel, la main-d'œuvre et tout ça, quand on consolide tous ces éléments-là, on arrive à quel coût de production? Est-ce que nous sommes en mesure de réaliser, de faire le profit de 50 000 francs sur le mètre cube que nous avions pris en compte en appel d'offres? Si ce n'est pas le cas, il doit pouvoir donc déclencher des voyants, alerter la direction de projet et dire, écoutez, on est en train de perdre de l'argent sur tel poste et c'est dû à telle chose. Donc ça, c'est effectivement le volet suivi, donc le volet coût de production. Et ça intéresse beaucoup les maîtreurs. Ok, d'accord. C'est encore plus vaste comme métier que ce que je pensais. J'avais jamais pensé que c'était ingénieur civil qui gérait les feux de circulation. Encore. Merci à vous. J'ai juste une toute petite dernière question parce que là, vous avez parlé de beaucoup de suivi, vous avez parlé de qualité aussi. Donc ça m'a posé une petite dernière question. L'état des routes à Cotonou, parfois on a des routes qui ont été même nouvellement faites, mais qui sont pas en bon état. C'est souvent c'est des questions de mauvaise conception dès le début, ou bien c'est des questions d'entretien. Très bonne question. Oui, je laisse Elie. Oui, vas-y, Elie. Je crois que je vais laisser le spécialiste développer parce que ça, c'est vraiment sa spécialité. Vas-y, Mendel. Question assez complexe, mais très pertinente. Je vais commencer par dire que ce n'est pas le propre du Bénin uniquement. Hein. C'est un constat qui intéresse beaucoup de pays, donc dans la sous-région. Au Togo, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. En Guinée-Bissau, c'est pareil. Au Sénégal, c'est pareil. J'en ai vu dans ces pays-là également. Et je pense que c'est inhérent un peu à la chaîne qui aboutit donc à la réalisation d'un projet. Vous savez, un projet de route, par exemple, pour faire simple, vous avez la phase donc des études, ce qu'on appelle les études d'avant-projet. Donc, un État, un gouvernement, par exemple le gouvernement du Bénin, au travers de son programme d'action, peut décider telle route, nous allons la réaliser. La première des choses, c'est les études dites d'avant-projet. Ces études d'avant-projet vont permettre donc de définir le tracé, de définir ce que nous appelons dans le jargon la structure de chaussée, en tout cas de définir dans leur ensemble tous les aménagements qui devront être réalisés dans le cadre de ce projet et donc de sortir ce qu'on appelle un cadre de devis quantitatif. Une fois que ce cadre est sorti, évidemment, il y a derrière comment on appelle, des exigences, un cahier de clauses techniques particulières qui est élaboré. On monte ce qu'on appelle un dossier d'appel d'offres. Ce dossier d'appel d'offres-là, il est lancé et des entreprises viennent répondre à cet appel d'offres. Il peut y avoir 10 000 entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres. Mais à l'arrivée, c'est une seule entreprise ou un groupement d'entreprises qui vont gagner l'affaire. Mais avant donc d'en arriver même à l'appel d'offres, une fois que les études sont terminées, sur la base des prix de référence donc de la banque de données de prix, le maître d'ouvrage lui-même fait un chiffrage brosse. Il sait que ce projet, ça va lui coûter à peu près tant. Une fois que cette enveloppe-là est définie, il faut aller chercher l'argent. Il faut trouver le financement. Le mal de nos pays africains, et celui du Bénin, c'est que entre la phase où les études sont réalisées, les études d'avant-projet sont terminées, et la phase de levée, de mobilisation effective des ressources, il peut s'écouler parfois 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Une route, elle est étudiée, elle est dimensionnée pour un trafic donné. Et vous savez que la démographie augmentant au fil des années, les activités économiques se développant, le trafic, lui aussi, il augmente. Et donc, on passe une étude, une route qui a été conçue peut-être pour un trafic pour reprendre par jour 50 poids lourds par voie de circulation, mais parce qu'on a mis 7 ans, on a mis 56 ans à aller mobiliser les ressources financières pour réaliser la route, on se retrouve au moment où la route va rentrer en travaux à un trafic déjà peut-être de 100 poids lourds par jour. Et c'est là qu'il revient aux entreprises qui gagnent les affaires, qui gagnent les marchés, de faire ce qu'on appelle des études d'actualisation. Ils doivent donc pouvoir actualiser le marché et se dire, écoutez, est-ce que le trafic que j'ai aujourd'hui, d'accord, est-ce que ce trafic-là est en cohérence ou la structure de chaussée prévue par
le maître d'ouvrage, est-ce que cette rue de chaussée est à même de reprendre le trafic que j'ai aujourd'hui sur la durée de service contractuelle, sur la durée de service projetée. Sinon, l'entreprise réalise des études d'actualité. Mais toutes les entreprises ne le font pas. Et donc, si une entreprise gagne l'affaire et ne la réalise pas, évidemment, elle va vous réaliser une route conforme au dossier. Mais c'est que le dossier lui-même, il est rendu caduque. Évidemment, si une route conçue pour 50 poids lourds devrait se retrouver à supporter 100 poids lourds par jour dès l'année de mise en service, nous comprenons bien que l'usure, la fatigue, la dégradation de cette route, ça va être précoce. Ça peut être l'une des raisons. L'autre raison, c'est aussi la qualité des études d'avant-projet. C'est vraiment la qualité des études d'avant-projet qui peut être amenée à être remise en cause. La troisième raison, c'est évidemment la mise en œuvre, la réalisation même des travaux. Est-ce que les matériaux qui sont mis en œuvre sont de qualité, sont de bonne qualité? Est-ce que la mise en œuvre même de ces matériaux a été réalisée comme elle se doit? Ça, c'est une question qui intéresse totalement les entreprises qui gagnent des opérations, qui ont des chantiers, qui réalisent des travaux. Et la troisième chose, c'est qui rejoint un peu le trafic, et c'est un phénomène qui endommage de beaucoup les infrastructures routières en pays sous-développés, c'est le non-respect de la limitation de charge. Vous savez, quand on veut construire une route, on prend en compte le trafic, mais on prend en compte ce que nous appelons dans le jargon une agressivité. Et l'agressivité considère par exemple qu'un camion ne soit pas chargé au-delà de 13 tonnes à l'essieu arrière. Alors, lorsque vous avez idéalisé les choses ainsi, parce que c'est une norme de calcul, notamment qui s'inspire donc du système français, et que finalement, sur la chaussée, les camions se retrouvent à 28, 30, 45, 50 tonnes. J'en ai vu, notamment en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire qu'on se retrouve dans des conditions d'exploitation. Ah, je pense que... Il est parti. Je pense que la connexion. Ouais, la connexion. En tout cas, je pense que j'ai compris là où il voulait en venir. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y ait pas de structure de suivi. L'État ne suit pas, ne contrôle pas en arrière les projets quand une fois que c'est fait. Élie, est-ce que tu en sais quelque chose? Allô? Pardon, je ne suivais pas. J'entendais pas la connexion bug encore. Oh, ok, d'accord. Ben, je pense qu'on a largement dépassé le temps déjà et on a quand même déjà beaucoup d'informations. Donc, on va digérer ça d'abord et peut-être dépendamment de ce que nos abonnés en pensent, c'est qu'on pourra se refaire encore notre live avec les vidéos cette fois-ci, on espère. Mais en tout cas, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses déjà et je vous dis merci. Merci à Elie, merci à Mendel. Merci à toi. En tout cas, ouais, merci beaucoup à vous. J'ai beaucoup appris. J'espère que nos abonnés ont beaucoup appris aussi. Et j'espère au moins qu'on a allumé la flamme du génie civil dans le cœur de certains collégiens qui vont aller s'inscrire pour pouvoir construire tout ce qu'il y a à construire dans notre cher pays. Donc, c'est ça. Donc, je dirais bon dimanche à tout le monde. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci pour toutes vos questions. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Elie. Merci beaucoup, Mendel aussi. Bonne journée à vous. Bye. C'est ça. Et on a un prochain live le dimanche prochain à 16h aussi, 10h de Montréal. Et ça sera avec Monsieur Régis Ezen. Donc, restez connectés. Parce que ça va être intéressant, aussi intéressant que le live d'aujourd'hui. Bye. Bon dimanche à tout le monde.